Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Auparavant, cette décharge à ciel ouvert servait, vous le savez, comme gibet, et des milliers de cadavres d'animaux et d'humains y pourrissaient en continu. Vous avez d'ailleurs à ce sujet dans Nicolas Le Floch, je crois, ça doit être le premier ou le deuxième des livres, vous avez une belle description justement de ce charnier. Dans un cours d'hygiène fait à la faculté de médecine de Paris en 1852, le docteur Louis Fleury décrit l'ampleur de la pollution du site. Je cite : « L'ancienne voirie de Montfaucon réunissait à des bassins énormes, ayant 32 800 mètres de superficie et à 12 arpents de terrain destinés à recevoir toutes les matières fécales fournies par la vidange de Paris et s'élevant de 230 à 244 mètres cubes par jour. Des clos d'équarrissage recevaient par an environ 12 000 chevaux et 25 à 30 000 petits animaux tels que chiens, chats, etc. Vous comprenez aisément les émanations qui devaient s'élever d'un pareil cloaque et qui, malgré la position élevée de la voirie, 36 mètres au-dessus des eaux de la Seine, s'étendaient souvent à 2000, 4000 et même 8000 mètres. » La voirie sera donc fermée au milieu du XIXe siècle et fera l'objet d'un énorme projet de rénovation pour devenir, en 1867, l'actuel parc des Buttes-Chaumont, et oui, 24 hectares de verdure aménagés à la façon d'un jardin anglais. Si vous saviez sur quoi vous marchez. Ce rejet radical de la mort et la putréfaction qui s'y rattache est principalement dû aux progrès scientifiques qui ont révolutionné les mentalités et permis d'instaurer de nouvelles normes sanitaires. À peine 3 ans après la fermeture de Montfaucon, Louis Pasteur pose les bases de sa théorie des germes. L'humanité prend peu à peu conscience de la dangerosité de la décomposition. Malgré tout, l'opinion publique montrait un attachement de plus en plus fervent au culte des morts. Au moment de la transformation de Paris sous le Second Empire, Haussmann a d'ailleurs pour projet de suspendre toutes les inhumations dans les cimetières de Paris et de créer une vaste nécropole à Méry-sur-Oise, hors du département de la Seine. Les Parisiens se sont donc insurgés contre l'idée que beaucoup le considéraient comme une offense aux morts et le projet a dû être avorté. À partir du XIXe siècle, le deuil revêt donc une nouvelle signification beaucoup plus dramatique. Il devient un phénomène beaucoup plus ostentatoire, autant dans les vêtements que les habitudes sociales, et traduit une blessure d'une douleur inégalable. Un peu comme celle décrite par Mark Twain dans son conte The Californian's Tale, daté de 1893. L'écrivain américain imagine un homme qui refuse d'accepter le décès de sa femme et qui, depuis 19 ans, passe le jour anniversaire de sa mort à attendre le retour de sa bien-aimée entourée d'amis compatissants qui l'aident à nourrir son illusion. Il devient donc commun de pleurer l'être aimé beaucoup plus longtemps, de jeûner même. Jusqu'alors, les femmes n'étaient pas autorisées à assister à l'enterrement de leur mari ou de leurs enfants. Elles sont progressivement intégrées à la cérémonie, et oui, d'abord dans les classes bourgeoises, puis discrètement dans la noblesse, et enfin dans les classes populaires. Elles deviennent des figures symboliques de malheur et de lamentation. Sous les Romains, les grands cortèges de femmes, les pleureuses, c'était très important aussi. Au cours du XIXe siècle, on discerne 2 grandes traditions dans l'art funéraire. La première, c'est la tradition des grands tombeaux, à l'esthétique baroque, souvent ornés de décorations gothiques et de statues. Ces tombes appartiennent généralement aux personnages particulièrement illustres ou issus de familles aisées qui avaient investi de vastes sommes, évidemment, pour faire construire des monuments funéraires imposants à leur effigie. On trouve des monuments de ce type en France, en Allemagne et en Italie. Si on prend par exemple le diplomate Félix de Beaujour, qui a planifié pour sa mort la construction du plus haut monument funéraire de Paris. Lors de son décès en 1836, une tour de 22 mètres de haut est érigée au Père-Lachaise. Outre la mégalomanie évidemment, les propositions vertigineuses de l'édifice marquent une nouvelle volonté d'asseoir sa postérité post-mortem. La seconde tradition funéraire, anglo-saxonne, celle-là, prône des tombeaux minimalistes et sobres, où seule une stèle verticale sert de tombeau. Là, c'est le côté protestant qui parle. Toutefois, en Amérique coloniale, une tradition adjacente se développe, celle des mourning pictures. Ce sont ces petites lithographies ou broderies destinées à être accueillies sur le mur des maisons. Elles jouent le rôle d'une stèle miniature, plus personnalisée.
Si on se focalise sur la France, on distingue deux sortes de monuments funéraires. Les uns petits, destinés à un individu ou à un couple, s'inspirent de formes antiques et comprennent généralement une stèle, une colonne brisée, un sarcophage ou encore une pyramide. Les autres, plus grands, étaient des copies des chapelles latérales des églises gothiques qui étaient destinées à des familles entières. Au cimetière du Père-Lachaise, la première de ce type, construite vers 1815, c'est la chapelle sépulcrale de la famille Grefful. Pour la petite anecdote, c'est du couple d'aristocrates d'Henri Grefful et d'Élisabeth Grefful donc que Marcel Proust s'est inspiré pour construire les personnages du duc et de la duchesse de Guermantes dans son roman À la recherche du temps perdu. Au cours du XXe siècle, un phénomène radical va se produire. La société se détourne carrément de la mort, elle la rejette. Ça devient un sujet tabou, quasi interdit. L'agonie et la maladie n'ont plus leur place. La famille d'un être mourant doit être même épargnée de son état. À partir des années 30, on ne meurt plus chez soi, entouré des siens, mais seul, sur un lit d'hôpital. Alors qu'il était autrefois considéré comme un lieu d'asile pour les pèlerins et les miséreux, notamment pendant toute l'époque médiévale, l'hôpital est devenu le lieu où on va mourir, assisté non plus par les siens, mais par le personnel médical. Ce sont les médecins et leurs soins palliatifs et non pas Dieu qui veillent sur l'âme des mourants. Plus personne n'a la patience d'attendre sagement sa mort. Une nouvelle discrétion s'impose alors. Les rituels religieux au moment de la mort sont réalisés dans le quasi-secret et intègrent uniquement la famille proche du défunt. La tenue de deuil en noir n'est même plus exigée. Il ne faut pas incomber à autrui sa peine. Le deuil devient une chose honteuse qui se traverse seule. L'incinération devient même une pratique de plus en plus répandue, notamment en Angleterre. Elle permet d'annihiler carrément le corps dans son intégrité, contrairement au tombeau. Elle incite beaucoup moins au pèlerinage, ce qui arrange tout le monde. Souvent, les cendres du défunt sont dispersées, emportées par le vent, comme si la charge de deuil s'envolait symboliquement. Mais en réalité, ce refus de la mort, dans ce cas-là de plus pénible et morbide, s'accompagne d'un deuil plus difficile. Au cours des siècles précédents, le deuil s'accompagnait d'une résignation. Il était courant de voir une veuve se remarier au bout d'un an après le décès de son mari. Du côté des hommes, le deuil était vécu aussi de façon accélérée. Selon Ackerman's Repository, un journal populaire anglais paru entre 1809 et 29, un homme qui avait perdu son épouse ne devait pas se rendre dans un établissement de type café ou cabaret pendant la première semaine de deuil, mais pouvait prendre une maîtresse à compter de sa 3e semaine et paraître avec elle en public au bout d'un mois. L'honneur est sauf. Aujourd'hui, ça ferait quand même l'objet de nombreuses critiques. Le deuil moderne est une tragédie longue, traumatisante, qui doit se vivre dans le silence et absolument pas du tout accompagnée. Certaines études qui ont été réalisées au cours des années 70 et 90 ont d'ailleurs permis de constater que la mortalité des veufs ou des veuves dans l'année suivant la mort du conjoint était beaucoup plus importante que celle de l'échantillon témoin du même âge. Mourir de chagrin devient donc une chose commune au XXe siècle.